Lucas s'avança avec prudence, à demi baissé, sous la protection d'un grand chêne. Il n'osait pas ramper, de peur de salir son pantalon dans la boue du petit bois qui jouxtait le hameau. Il trouvait un peu ridicule de n'avoir pas choisi des vêtements mieux adaptés à la situation. Les 3 autres hommes qui l'accompagnaient, eux, portaient des treillis et se fondaient dans le décor. Mais voilà, il estimait que conserver son style en toute occasion consolidait son autorité. Il jouait un rôle important dans l'organisation de Rouslan, boss du grand banditisme pour le sud-ouest. Il n'était pas n'importe qui. Sans pousser le bouchon jusqu'à parader en costume Kenzo, il ne pouvait se rabaisser à mettre autre chose que des pantalons de toile et des vestes de qualité. Son genou s'enfonça dans une flaque de boue glacée et il retint un juron. Les pluies diluviennes qui étaient tombées depuis 2 jours dans ce trou paumé avaient transformé le sous-bois en champ de gadou. Lucas détestait cette mission. Ce qu'il aimait, c'était négocier des transports de drogue et d'armes ou planifier le braquage d'un fourgon blindé. Quand Rouslan lui avait ordonné d'espionner un bled qui ne figurait même pas sur les cartes, dans le trou du cul du monde, il n'avait pas eu d'autre choix que d'obéir. Mais il bouillonnait intérieurement. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il ne savait même pas vraiment ce qu'il cherchait. Rouslan lui avait expliqué qu'une sorte de communauté vivait ici dans le secret et que leurs activités pouvaient poser problème. Quelles activités? À lui de le découvrir. À lui de juger si celles-ci pouvaient en effet interférer avec celles de l'organisation. En l'occurrence, Lucas ne voyait pas ce qu'il pourrait trouver ici qui gênerait une structure telle que la leur. Depuis sa position reculée, il distinguait un alignement de caravanes qui lui évoquait un campement de gitans. Il n'aimait pas les gitans, mais il ne les haïssait pas non plus. Tant qu'ils faisaient leur magouille dans leur coin, ça ne posait pas de problème. Mais il s'en méfiait. C'étaient en général des durs à cuire, des emmerdeurs et des têtes brûlées. Lucas repéra une femme qui sortit d'une des caravanes. À cause de la distance, il ne distinguait pas bien la silhouette, mais elle semblait massive. Il l'observa tandis qu'elle traversait une rue pour se diriger vers la seule bâtisse en dur des environs, une grosse maison de maître aux fenêtres barrées par des planches. Cet endroit ressemblait à un ancien hameau, comme le laissaient supposer les ruines de plusieurs fermes. Il n'en restait que des vestiges, quelques pans de murs en pierre. Le soir tombait, amenant avec lui un froid humide annonciateur d'une nouvelle averse. Lucas en avait déjà assez de cet endroit. Il avait hâte de rentrer au bercail, de faire le tour des clubs et des boîtes de striptease, passer le bonjour à ses gagneuses et s'assurer que ses larbards n'avaient pas trop profité de son absence. Le camping, ça n'avait jamais été son fort. Il fit un signe de la main à ses hommes pour leur signifier d'avancer. Toujours dos courbé, il sortit du bois et se dirigea rapidement vers la caravane la plus proche. Aucun bruit n'en parvenait. Elle semblait ancienne, mal entretenue, mangée par les moisissures. Il en fit le tour, attentif à ce qui se passait autour, ouvrit la porte et y pénétra. L'odeur du renfermé le saisit à la gorge, mais il n'y avait rien à voir ici, à part quelques toiles d'araignée et un vieux matelas pourri. Il pestait encore contre Rouslan en quittant le véhicule délabré. Qu'est-ce qui lui avait pris de l'envoyer ici? En quoi ces clodos pouvaient-ils l'intéresser? Il en voulait à son patron de l'avoir choisi pour ce sale boulot. Il en voulait à la météo. Il en voulait au plouc qui survivait dans ce trou à rats. Il en voulait à tout le monde. Et quand il se trouvait dans cet état, Lucas se savait capable d'actions qu'il regrettait ensuite. Comme la fois où il avait cassé les dents de ce client mauvais payeur avec la crosse de son flingue. Il s'en était voulu ensuite. Contrairement à certains de ses hommes, il ne prenait aucun plaisir à infliger la souffrance. Et il détestait ne pas contrôler sa nature. Or, des élans de rage le submergeaient à présent en vagues puissantes. Il se dirigea vers la caravane d'où la silhouette était sortie. Une lumière chancelante brillait derrière un rideau marron, évoquant une bougie ou une lampe à pétrole. Des crétins de Pecno, qui n'ont même pas le courant, songea Lucas avec mauvaise humeur. Il colla son oreille contre la paroi de plastique et perçut un bruit étouffé, celui d'une télévision ou d'un poste de radio. Ah, peut-être que si, finalement, se dit-il sans que cela remonte son moral. Il fit le tour de la caravane, rejoint par ses hommes, posa la main sur la clenche. La porte s'ouvrit sans bruit et il se glissa à l'intérieur, dégainant son arme de poing. L'intérieur de la caravane, en formica et décorations jaunes, orange et marron, semblait surgi des années 70. Un radiateur électrique antédiluvien diffusait une chaleur agressive en direction d'une chaise longue tournée à l'opposé de la porte,
en face d'un poste de télévision en noir et blanc qui diffusait une sitcom américaine. Une forme était assise dans cette chaise longue. Lucas s'avança, suivi par ses hommes, en prenant garde à ne pas faire de bruit. Du canon du pistolet, il tapa sur l'épaule de la personne, emmitouflée dans une grosse couverture en laine maculée de taches. La forme tressaillit légèrement, puis se tourna vers lui. Lucas vit alors apparaître le visage le plus laid qu'il n'eût jamais vu, si monstrueux qu'il en eut un mouvement de recul. La femme qu'il observait était bouffie, gonflée d'une manière presque comique. Ses yeux globuleux, asymétriques, s'ouvraient au milieu d'un magma de chair grêlée et sèche, couverte de plaques rouges qui descamaient. Quelques poils noirs entouraient une petite bouche pincée, en dessous d'un nez difforme qui partait de travers. Rien n'était harmonieux sur cette face lunaire, qui évoquait à Lucas des expérimentations scientifiques barbares et contre nature. « La vache, la nature t'a pas gâté, » dit-il. La femme le regarda avec un rictus bovin, observa les 3 autres hommes présents, puis ouvrit la bouche pour parler, révélant une dentition abominable, chaos de chicots brisés et pourris. « Qui que vous êtes, voué ? Quoi, vous êtes là ? C'est quoi cet endroit ? » demanda Lucas. « Comment se fait-il que Nestor vous a point senti ?» demanda la femme sans tenir compte de la question du truand. « Vous ferez mieux de filer avant que Nestor s'en vienne, ouais ?» Lucas regarda ces hommes qui haussèrent les épaules. Eux non plus ne comprenaient pas ce qu'ils foutaient ici. Ils fronçaient les sourcils, nerveux. Cet endroit leur paraissait de plus en plus malsain. Lucas leur fit signe de sortir. Une fois dehors, il lança un regard sauvage vers la maison qui se dressait à 200 mètres environ. La nuit était tombée comme si un dieu maladroit ou bourré avait renversé un pot de peinture noire. Elle s'accompagnait d'une brume froide qui trempait leurs vêtements. « Fais chier, putain !» murmura Lucas. « Allons jeter un coup d'œil dans la baraque là-bas, par principe, et puis on se casse d'ici. » Les hommes approuvèrent en hochant la tête et ils se mirent en route vers la bâtisse. De la lumière filtrait de sous les planches barrant les fenêtres, indiquant une présence à l'intérieur. Lucas ouvrit la porte et se rua à l'intérieur. Un long couloir garni d'une moquette pelucheuse qui n'avait pas connu d'aspirateur depuis des années s'ouvrait sur une pièce qu'on devinait davantage convoyée. Une autre porte fermait un passage sur la droite, peut-être l'entrée d'une cave. Lucas choisit d'aller tout droit. Revolver en avant, il déboucha sur un immense salon éclairé par de grands chandeliers. Haute de plafond, la salle se terminait par une grande cheminée en pierre dans laquelle des bûches se consumaient avec de belles flammes. Une grande table en bois et un gros buffet constituaient l'ameublement. Autour de la table, plusieurs personnes, une assiette fumante devant eux, les observaient d'un air perplexe. Si tant est qu'on eût pu attribuer un air quelconque à ces visages grossiers, déformés, obèses et crasseux. C'était une galerie de monstres, une collection de créatures de foire sorties tout droit d'un cirque du XIXe siècle. La plupart mâchonnaient leur nourriture en regardant d'un œil torve les 4 arrivants, qui se tenaient immobiles, stupéfaits. Lucas revint à lui et se remit du choc causé par cette vision. Il détailla les convives jusqu'à voir celui qui semblait présider l'assemblée. Contrairement aux autres, il était maigre, mais d'une maigreur extrême, là aussi anormale, maladive. On voyait les os et les muscles apparaître sous sa peau diaphane, striée de veines bleues. Son visage décharné était coupé au niveau de la bouche. Là où auraient dû se trouver les dents, on ne voyait qu'une coupole de chair boursouflée et rosée, en dessous de laquelle s'ouvrait l'orifice d'une trachéotomie, un trou dans sa gorge par lequel l'homme respirait. Il semblait vieux, plus que vieux, momifié. Un ancêtre dont Lucas ne comprenait pas comment il pouvait encore être vivant. Il n'était pas assis sur une chaise, mais dans un fauteuil roulant. Une tubulure de plastique, enfoncée dans une de ses narines, courait depuis une poche translucide remplie d'un magma rouge brique. Lucas comprit que ce devait être une sonde gastrique utilisée pour nourrir cet homme sans bouche. Cette vue aurait suffi à le déstabiliser, mais ce fut le regard du vieillard qui le plongea véritablement dans une terreur sans nom. Les yeux jaunes fixés sur lui brillaient d'une lueur telle qu'il n'en avait jamais vue. Il sentit les poils se dresser sur ses bras. Ce que ses yeux reflétaient, c'était une absence totale d'humanité. Ses yeux ressemblaient davantage à ceux d'un reptile que d'un homme, et il ne sciait pas. Même le regard de Rouslan, qui était pourtant un sadique et un tortionnaire, semblait plus humain. La cheminée jouxtait une porte à laquelle Lucas n'avait pas fait attention jusqu'à maintenant. Elle s'ouvrit sur une femme âgée, plutôt petite, qui portait une longue robe vert bouteille et de nombreux bijoux. La femme trimballait une cocotte en fonte et elle s'arrêta en remarquant la présence des intrus.
Lucas crut entendre un bruit venant de la pièce d'où elle venait de sortir, une sorte de grognement et un son de mastication, mais il n'en était pas sûr. Il n'était plus sûr de rien, et son arrogance naturelle volait en éclats sous le regard implacable du vieillard. La femme approcha de la table, déposa la lourde cocotte, puis s'approcha du vieillard. Celui-ci émit une série de sons répugnants et incompréhensibles par sa trachéotomie. La femme hocha la tête et se tourna vers Lucas et ses hommes. « Le patriarche veut savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici. » Lucas en avait oublié la présence de son arme dans sa main. Il avait l'impression d'être revenu en enfance, lorsqu'il devait affronter la violence aveugle de son père alcoolique. Sa voix tremblait. « Nous nous sommes égarés. » Nouvelle suite de râles. Le patriarche dit que c'est dommage. On va devoir s'occuper de vous. La meute sera contente. Lucas ouvrit la bouche, incertain de sa réponse, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la femme cria. « Nestor, à table !» La porte attenante à la cheminée s'ouvrit aussitôt à la volée. Il en surgit une bête énorme, dont la puissance n'égalait que la vitesse. Le chien monstrueux se jeta sur Lucas, qui tomba à la renverse en perdant son arme sous le choc. Les crocs lui déchirèrent les carotides, et il vit de longs jets de sang éclabousser sa veste et son pantalon. Par ses yeux voilés, tandis que la bête s'attaquait maintenant à ses intestins, il vit ces 3 hommes hurler, dépassés par le nombre et la sauvagerie de leurs assaillants, qui les découpaient à l'aide de grands hachoirs. Il vit des mains et des oreilles voler en tous sens, le sang recouvrir le monde qui s'éteignait, ses boyaux déroulés par le chien gigantesque, devant le regard du patriarche qui ne le quittait pas, le poussant vers les ténèbres éternelles.